Vous entrez dans un monde où l'impossible devient réalité. Un lieu où les frontières de la peur n'ont plus de limites. Les territoires où psychopathes, démons et autres créatures font de vos cauchemars un quotidien auquel vous ne pouvez échapper. Ce monde, je l'ai créé rien que pour vous. Entrez et venez affronter avec moi ce qu'il y a au-delà du portail, des histoires de l'autre monde. Bonjour à vous, chères créatures. Dans le volet précédent, vous avez pu suivre le parcours ayant mené un romancier à s'installer au sein d'un appartement situé dans un immeuble tenu par Vic, un vieil homme qui semble en savoir long sur le passé de l'endroit, et pour cause. Alejandro, le romancier, va vite découvrir la raison des craintes de Vic, en faisant connaissance de l'habitante des lieux, Celia. Une femme à la beauté envoûtante, avec qui il va conclure un pacte, en échange de quoi il obtiendra d'elle l'inspiration qu'il recherchait pour son roman en cours, sans savoir ce que cette cohabitation va inclure. Dans ce deuxième volet, vous allez en savoir un peu plus sur les pouvoirs de Celia, et sa méthode pour donner l'inspiration à ceux qui le désirent. Elle va également révéler une partie de son côté dominateur à Alejandro, qui va commencer à entrevoir son erreur de ne pas avoir écouté Vic. Deux nouveaux personnages vont faire leur apparition, dont le destin sera lié à Celia et Alejandro par la suite. Mais sans plus attendre, venez découvrir de plus près cette histoire, qui est située en plein cœur des territoires de l'autre monde. Celia, deuxième partie. Après cette nuit, ma vie, mon regard sur le quotidien tel que je le percevais avant, mes envies, mes joies, la passion que je vouais à mon travail en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, tout a basculé. Tout a viré au cauchemar, à un enfer permanent. Quand Celia est venue à moi, je n'ai pas réfléchi à ce que l'accord de notre contrat pouvait impliquer. J'étais tellement subjugué par elle, par l'aura irréelle et hypnotisante qui se dégageait d'elle, et aussi sans doute par la crainte des répercussions énoncées en cas de refus, que mon cerveau n'a pas pris la peine de penser aux conséquences de mon acceptation. Conséquences dont j'allais très vite découvrir les composants, pour mon plus grand malheur, me faisant plonger dans un tourbillon de folie dont je ne sortirais pas indemne. Je ne pouvais pas me douter que chaque aide de la part de Celia pour trouver l'inspiration, par le simple toucher de ses doigts sur les côtés de mon front, ce rituel que j'appréciais tant au début, allait mettre en place un climat de terreur tout autour de moi, de mes proches, et de tous ceux qui auraient le malheur de faire partie de mon entourage. La moindre rencontre que je faisais pouvait avoir une influence sur les décisions de Celia, pour faire naître mon aspiration. Ces scènes pour me faire progresser dans mon histoire étaient loin d'être fictives, comme je le pensais. Aujourd'hui, je regrette tellement d'avoir remercié Celia pour ces idées qu'elle faisait germer en moi, me faisant frapper les touches de mon ordinateur, sans savoir que chaque personnage présent, chaque vie que je faisais naître avec l'aide de cette muse, influait sur mon environnement. Ou plus précisément, le destin de chacun d'entre eux, leurs actions, leurs choix, leur vie ou leur mort, était déterminé à l'avance par ce monstre sensuel à la beauté enivrante qui me faisait transformer, sans le savoir, en complice de ses actes. J'aurais pu éviter tout ça, si seulement j'avais écouté les conseils de Vic, si je n'avais pas choisi cet appartement. Il avait tenté, maladroitement, discrètement, de me pousser à ne pas me rendre à l'état de marionnette de cette créature dépourvue de tout remords sur la vie humaine. Il savait ce dont était capable Celia, comme il me l'avouerait plus tard, alors que j'avais déjà sombré dans l'obscurité des dessins de celle-ci. C'est lui encore qui m'a dirigé vers Russell Parker, l'un des précédents locataires de l'appartement où j'ai emménagé, l'antre de Celia. Et surtout l'un des rares à avoir réussi à se défaire de son emprise. Mais à quel prix ? Je vous parlerai plus tard de ce qui m'a conduit à le rencontrer, grâce à Vic. Mais pour l'heure, je me dois de reprendre le fil de mon récit, juste après cette nuit mouvementée à plusieurs niveaux. Je prenais mon petit déjeuner, encore un peu en train de me demander si je n'avais pas tout rêvé, quand j'entendais cogner à la porte, suivi d'une voix que j'aurais reconnue entre mille, celle de Sven. Allô, il y a quelqu'un ? Service express de rapatriement d'objets non perdus. Vous avez fait appel à notre société concernant votre ordi pourri à 75 $ et des fringues de très mauvais goût pour qu'on vous les livre. Chaque seconde à me faire patienter vous coûtera une bière supplémentaire en dédommagement. J'ai failli m'étouffer à l'annonce du message, manquant même de laisser échapper ma tasse au sol. Je posais celle-ci avant de me diriger vers la porte, non sans laisser échapper quelques cannes de tout. Ça fait déjà 4 bières, j'espère que vous avez ce qu'il faut dans votre frigo, parce que le prix augmente de plus en plus. Je parvenais à la porte, ouvrais et découvrais le visage hilar de Sven,
visiblement satisfait de sa petite blague. Ah, quand même! Tu sais qu'il y en a qui sont morts pour moins que ça à attendre de la sorte, Tu exagères. En plus, j'ai failli m'étouffer à cause de ton annonce. Laissant entrer Sven et refermant derrière moi, je laissais mon clown préféré s'installer sur le sofa du salon et poser mes affaires sur la petite table basse placée devant. Ben dis donc, tu t'emmerdes pas, c'était l'appart de Marilyn Monroe avant? Quel luxe, mon salaud! Tu connais mon penchant pour les belles choses. Ah, et au fait, mon ordi, il a coûté plus de 75 $. Quoi, cette antiquité-là? Non. Un jour, faudra vraiment que je t'indique où aller trouver du vrai matériel. Et à propos de belles choses, quand est-ce que tu me présentes tes voisines célibataires? T'es impossible. Je suis là depuis peu, je te rappelle. Je sais même pas s'il y en a des voisines. Il y en a, toujours. Faut juste te renseigner, puis d'ailleurs, faudra penser aussi à t'en trouver une, je pense, hein. Je peux jouer les intermédiaires si tu veux. Non, c'est bon, ça ira. Je suis majeur et vacciné, je peux me débrouiller là-dessus. Pas besoin de tes talents de dragueur. Alors là, c'est très blessant ce que tu viens de dire. Je drague pas, d'accord? Je lis connaissance avec le meilleur parti créé par l'humanité, c'est pas pareil. Là-dessus, je riais de bon cœur, m'installant à mon tour sur le sofa après avoir apporté le médicament de Sven, comme il aimait le préciser. Le seul qui soit valable à ses yeux. Il avait une maladie du cœur, mais il se refusait à voir un médecin. Selon lui, un docteur n'était rien de plus qu'un dealer, fourguant des drogues, pour pas avoir à chercher ce qui n'allait vraiment pas chez ses patients. J'avais beau lui dire qu'ils n'étaient pas tous comme ça, il ne voulait pas en démordre. Et j'avoue que j'avais toujours la hantise d'apprendre qu'il ait une attaque un jour, qui me sépare de sa bonne humeur, et de sa façon unique qu'il avait à me faire oublier tout souci. On discutait ainsi une bonne partie de la matinée, et je devais presque le mettre dehors pour que je puisse enfin commencer à savoir si l'ambiance de cet appartement me servirait à créer mon prochain livre. Je ne parlais évidemment pas de ma discussion de cette nuit avec l'occupante surprise des lieux. Connaissant Sven, il n'aurait pas manqué de me demander de lui présenter, vu qu'il s'agissait d'une femme, ou de me taquiner sur le fait que je vivais avec elle sans lui en avoir fait mention. Pour le moment, le contrat ne stipulait pas qu'il m'était interdit de parler de ma relation avec Celia, mais le bon sens et une forme d'alerte intérieure me préconisaient de mettre cette information de côté, à la connaissance de mon ami. Une fois Sven parti, non sans lui avoir promis de le prévenir quand j'aurais pris contact avec les éventuels célibataires de l'immeuble, je m'installais à nouveau sur le sofa, et ouvrais mon ordinateur, l'allumais, et cliquais sur le dossier de mon roman en cours, celui sur lequel je ne parvenais pas à avancer, et qui était la cause de ma présence ici, jusqu'à ce que j'emménage dans cet appartement. J'avais à peine écrit une demi-page, envahi par le syndrome de la page blanche. En soudain, commençant à me demander si je n'avais vraiment pas rêvé les événements de cette nuit, Celia daignait se montrer à moi. C'était votre ami qui était là tout à l'heure. Vous semblez très proches tous les deux. Cependant, je n'ai pas décelé la moindre fibre artistique chez lui. Juste des pensées obscènes, qu'on croirait appartenir à un animal de bas instinct. Je m'étonne que tu sois ami avec un tel individu, mon cher Alejandro. Ce n'est peut-être pas le plus fin des hommes, j'en conviens, mais c'est le meilleur des amis. Vous ne devriez pas le juger juste sur une impression. Celia souriait, montrant un air à la fois indigné et sarcastique. N'oublie pas que c'est toi qui vis sous mon toit, et pas le contraire. En ce sens, tu me dois plus de respect que je t'en dois en retour. Je n'aime pas ton ami. Je n'aime pas sa manière de penser envers les femmes. Tant que tu vivras ici et que tu te plieras à mes règles, je te conseillerais de lui apprendre le savoir-vivre, si tu ne veux pas que je me charge de le faire. À ma manière, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Sven est mon ami. Je vous interdis de lui faire quoi que ce soit. À ces mots, Celia montrait un visage plus dur, fronçant les sourcils, se penchant vers moi et me désignant du doigt. Quoi? De quel droit me parles-tu sur ce ton? Tu as déjà oublié les termes de notre accord? Tu dois te conformer à tout ce que je te dis de faire. Ne pas poser de questions sur mes méthodes. Si tu déroges à cela, à ces simples règles, je ne te ferai aucun cadeau sur la suite de notre cohabitation. Celia se relevait, montrant un air de dominatrice, ravie du visage de chien battu que j'affichais à l'énoncé de notre accord de cette nuit. Bien, je vois que tu comprends. J'aime mieux ça. Dorénavant, je préférerais ne plus voir ton ami chez moi. Si je le vois encore une fois mettre ses pieds ici, je ne garantis rien sur ce qui pourrait arriver. Un accident est si vite arrivé.
bon cœur. Un rire terrifiant. À cet instant, je commençais à prendre conscience des modalités exactes me liant à Celia. Si je voulais bénéficier de ses facultés, de sa propension à me donner ce que j'étais venu chercher ici, je ne pouvais pas risquer de la contrarier, sur quelque sujet que ce soit. Elle l'avait dit elle-même, insistant sur ce point. Ce n'était pas elle qui vivait chez moi, mais le contraire. À cet instant, je ne savais encore rien d'elle, sur ses véritables pouvoirs, ce dont elle était capable. Mais je préférais ne pas savoir ce qu'elle pourrait faire subir à Sven si je lui permettais de revenir ici. Il faudrait que je m'arrange pour le rencontrer à l'extérieur de l'appartement désormais, pour sa propre sécurité. Celia avait été on ne peut plus claire à son encontre. J'en étais à ses interrogations quand elle s'adressait à nouveau à moi. Parfait. Ce petit point mis en place, il est temps pour moi de t'offrir ma part du contrat. Je vois que tu as désormais ton matériel pour écrire. Installe-toi sur la table. Ce sera plus convenable pour une dame telle que moi pour m'affairer à te donner l'inspiration que tu cherches. Ce sofa m'obligera à me mettre dans une position derrière toi qui serait indigne d'une lady. Et tu ne voudrais pas me contrarier à nouveau, n'est-ce pas? N'osant dire un mot, j'ai hoché la tête en guise de réponse, me dirigeant avec mon ordinateur sur la table du salon, toute proche, et m'installant sur la chaise, posant mon appareil sur la surface de bois. Presque immédiatement, je sentais la présence de Celia derrière moi. Son parfum, le froissement de ses habits sur mon dos. C'était une impression envoûtante, presque indescriptible. J'avais beau savoir qu'elle n'était pas vraiment humaine, qu'elle n'était pas véritablement de notre monde, passant d'un plan dimensionnel inconnu au nôtre, je ressentis une étrange sensation de trouble, de plaisir même, au toucher de son corps sur le mien, qu'essayant de le cacher, de peur de l'indigner, au vu de sa réaction envers les pensées salaces de Sven. Cela aussi m'inquiétait. Visiblement, Celia pouvait lire les pensées. Ce qui veut dire que rien ne pouvait lui échapper de ce que je pouvais avoir comme impression sur elle. En tout cas, je le supposais. Ou peut-être ne lisait-elle dans les esprits que quand la situation l'exigeait. Et la présence de Sven, un intrus chez elle à ses yeux, faisait partie de ces éléments lui faisant utiliser cette faculté. Après tout, lire dans les pensées des autres devait être épuisant. Et je tentais de me rassurer en me disant qu'elle ne pouvait pas voir dans ma tête à tout moment. Je me trompais lourdement. Et Celia me le fit vite savoir. Alejandro, mon cher Alejandro, juste un petit conseil. N'aie jamais de mauvaises pensées me concernant. Le contrat qui nous lie ne te dispense pas de bien te tenir envers une dame telle que moi. Je suis ta muse, mais je suis aussi celle qui peut décider à tout moment de la rupture de notre contrat, si je juge que tu ne te conduis pas bien. N'oublie jamais cela. Concentre-toi sur ton livre, ton histoire, dont je vais te donner l'étincelle dès maintenant. Et tout se passera bien entre toi et moi. À la minute même où elle proféra ces paroles, je comprenais dans quelle situation je me trouvais réellement. Ce contrat, ce pacte, ce n'était pas qu'une simple relation entre une créature mythique telle qu'elle était et un petit être humain qui n'était qu'un jouet entre ses mains. C'était une forme de domination notable, dont je ne mesurais l'ampleur qu'à l'énoncé des mots venant de sortir de sa bouche. Je n'avais pas droit à l'erreur. La moindre incartade pouvant lui déplaire me mettrait dans une position très inconfortable. Et dès lors je me rendais compte que ma vie au sein de cet appartement allait être bien plus terrible que je ne le pensais. Si je voulais espérer vivre à peu près normalement, il me faudrait contrôler mes pensées, pour ne pas lui donner l'excuse de rompre notre accord. Cependant, j'oubliais quelque peu cette ambiance dérangeante dès l'instant où je sentais les doigts de Celia se positionner sur les deux côtés de ma tête, sur la région frontale. Immédiatement, je voyais des images se former dans mon crâne, des mots se former, des décors s'ériger. Je voyais une histoire se construire de toutes pièces, comme si elle avait été toujours là, quelque part, dans un recoin de ma tête, sans trouver le chemin pour venir plus haut. Je comprenais le pouvoir de Celia. Des quelques lignes que j'avais écrites en l'espace de plusieurs semaines, l'inspiration refusant de s'installer en moi, je voyais déjà plusieurs pages se mettre en place, une intrigue auquel je n'avais même pas pensé se structurer. Des liens entre les personnages se bâtirent. C'était juste incroyable. En seulement quelques secondes de cette pression exercée sur moi par Celia, je voyais déjà en grande partie l'avenir de l'histoire de mon roman. J'étais émerveillé de la qualité du récit, ses différentes sous-intrigues, bien plus élaborées que mon premier livre. Je savais d'ores et déjà que ce serait un best-seller comme rarement il ne m'aurait été possible de le concevoir. J'en étais persuadé. Celia m'en convainquait.
Il y avait juste un petit détail qui me troublait, mais qui me semblait sans grande importance sur le moment. Je voyais une certaine ressemblance des personnages avec des personnes de ma connaissance. Des proches, comme Sven. D'autres moins directement liés à moi, comme Vic. Ou encore de simples personnes croisées lors de mon arrivée dans ce quartier, à la recherche d'un endroit où m'installer. C'était comme si mon cerveau se servait de mes souvenirs propres pour ériger les personnages de l'histoire. Mais sur le coup, je ne pensais pas que cela était si étrange que ça. Ça faisait partie du processus d'inspiration offert par Celia. Au bout de quelques minutes de ce traitement, cette dernière retirait ses doigts, et je fus pris d'une ferveur comme jamais je n'en avais connu. Mes doigts se dirigeant presque instantanément sur les touches de mon clavier, construisant l'histoire s'étant dessinée juste avant dans ma tête. Je te laisse travailler à présent. Nous nous reverrons plus tard, quand toutes ces images seront devenues des mots, des phrases, des paragraphes sur ton ordinateur, et que la source d'inspiration que je viens de te fournir, ce sera tarie. Et surtout que tu t'en seras remis. Tu comprendras très vite que je ne peux te verser ce flux que par petits morceaux. Si je t'en offrais plus d'un coup, ton esprit ne supporterait pas le choc. Et ce serait dommage de ne plus pouvoir jouer ensemble, cher Alejandro. Elle riait aux éclats, et l'instant d'après, je ne sentais plus sa présence autour de moi. Mais à dire vrai, la seule chose qui m'importait à cet instant, c'était de mettre par écrit tout ce que j'avais dans la tête, sans penser à autre chose. Pendant près de 2 heures presque ininterrompues, j'écrivais sans relâche, comme une machine, un robot ignorant la fatigue. Celle-ci finit par venir au moment même où, comme l'avait dit Celia, la source d'image finit par disparaître de mes pensées, étant parvenue à terme. J'avais écrit 16 pages durant ce laps de temps. Jamais je n'avais eu une telle productivité sur une durée aussi courte. J'étais épuisé, mais fier de ce qui était ressorti de moi, qui s'affichait sur mon écran d'ordinateur. J'avais la gorge sèche, alors je me suis levé et me dirigeais vers le frigo pour y prendre de quoi me désaltérer. Quand soudain, j'entendais des voix dans le couloir. Ça ressemblait à une dispute. Curieux, je me rapprochai de la porte, ouvrant discrètement cette dernière afin de combler ma curiosité. Je voyais 2 personnes face à face, un homme et une femme. L'homme était dans la trentaine, et sa tenue négligée, dont un jean comportant plusieurs déchirures, masquait mal son appartenance à un milieu défavorisé. Une impression renforcée par les taches visibles qui s'affichaient sur le bas de son t-shirt, sortant du haut de son pantalon. Bien au contraire, la femme arborait une tenue très chic, composée d'un chemisier d'une blancheur à faire s'éblouir les yeux, et une jupe longue bleue qui semblait sortir tout droit d'une blanchisserie. Je voyais plus les détails concernant la femme, car elle était dans mon champ de vision direct. L'homme me tournait le dos, et je devinais une querelle de couple au vu de leurs propos, assez virulents, qui me venaient aux oreilles. Comment est-ce que tu peux me dire ça à moi? Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies? Après tout ce que j'ai sacrifié? Mais j'ai rien à te devoir, Gladys. Mais tu croyais quoi? Qu'on allait être le couple de l'année? Se marier? Avoir plein d'enfants? Comme dans tous tes stupides contes de fées à la con que tu écris? Ce ne sont pas des contes abrutis. Ce sont des récits romantiques. Mais t'as raison sur un point. Je suis plus douée pour les écrire que pour les vivre. Je me suis tellement trompée sur toi. Je croyais que notre histoire était sincère. Mais t'as fait que m'utiliser moi et mon argent. Ah ouais? Ben, franchement, c'est tout ce qui est valable chez toi. S'il n'y avait pas eu ton fric, il y a déjà longtemps que je me serais tiré. Il n'y a rien qui vale le coup chez toi. Rien. Au lit, tu vaux que dalle. Tu pleurniches pour un rien. Et cette manie de toujours vouloir me coller quand on sort. Mais c'est un snob. Jusqu'à présent, tu l'aimais bien mon côté snob comme tu dis. Ça te dérangeait pas? Jusqu'à ce que je te parle de mariage. Ouais, eh bien, c'est pas mon truc. La vie à deux, faut croire. Et encore moins avec une fille comme toi. J'aime ma liberté. Moi, ce que je voulais en me mettant avec toi, c'était juste pour m'amuser. Et profiter d'avoir un peu de thunes pour me changer de ma vie de merde. Eh ben retourne dans ta vie de merde. Retourne-y dans ta liberté si ça te fait tant envie de la retrouver. Mais alors rends-moi l'argent et les cadeaux que je t'ai offerts. T'en as pas besoin puisque tu m'as jamais aimé. J'étais un peu honteux de me retrouver dans la position du voyeur indiscret, et je tentais de refermer doucement la porte de ma chambre, quand la femme, ayant sans doute aperçu que j'avais assisté à la scène, dirigeait son regard vers moi. Immédiatement, s'apercevant de ce fait, l'homme se retournait, et me voyant essayer de m'éclipser, se dirigeait vers moi, montrant un air de mépris et de colère en même temps. Dis donc, toi, ça te plaît d'espionner les gens? Tu veux peut-être qu'on te fasse une vidéo?
Comme ça, tu pourras revoir les meilleurs passages chez toi. Non, non, j'étais juste surpris des cris dans le couloir. C'est tout. Ah ouais. Et l'intimité des gens, t'en fais quoi? J'espère qu'au moins le spectacle t'a plu. Mais j'y pense. Tu veux peut-être y participer? À ces mots, l'homme me prit par le col et me fit sortir de ma chambre, me propulsant avec force vers le mur voisin, me faisant ressentir une grande douleur dans le dos. Arrête, James, t'es fou? Il ne faisait rien de mal. J'aime pas les voyeurs. Je veux juste lui apprendre à se mêler de ce qu'il ne regarde pas. Y a que ça que ces mecs comprennent de toute façon. James s'approchait de moi, ricanant et montrant un regard annonçant clairement son désir de violence. Je pensais subir ses coups quand j'entendis une voix familière résonner du fond du couloir, sortant de l'ascenseur. Ça suffit, monsieur Pillwalker. Je vous rappelle que vous n'habitez pas ici, vous êtes dans mon immeuble. Si vous voulez vous battre, allez le faire avec les gens de votre espèce. Quoi? Mais de quoi tu te mêles, vieux schnock? Tu veux avoir ta dose toi aussi? Ne montrant aucune peur face aux menaces de James, Vic se postait devant ce dernier, qui avait commencé à lever le poing. Il restait ainsi quelques secondes, semblant déstabilisé par le calme olympien montré par Vic. Puis, semblant lassé, il relâchait ce dernier. Et merde, vous me faites tout chier. Allez vous faire voir, moi je me tire. Quant à toi Gladys, tu peux m'oublier. La femme, se retenant de pleurer, rétorquait. Ce sera pas difficile, Arthur. Fous le camp puisque c'est ce que tu veux. Je serais mieux sans toi. James, sans se retourner, levait la main en l'air, avant de mettre son majeur en évidence, et s'engouffrait dans l'ascenseur pendant que les portes se refermaient, faisant disparaître l'homme. Pour ma part, j'étais toujours au sol, tentant de me relever péniblement, jusqu'à ce que Vic, arrivé à ma hauteur, vienne m'aider, bientôt suivi par Gladys. Je suis désolé, monsieur Jimenez. J'aurais dû empêcher depuis longtemps à ce rustre de venir ici, mais je ne voulais pas faire de la peine à mademoiselle Carson ici présente. C'est grave, Vic. J'ai juste été un peu surpris de la violence du choc. Rien de grave, je vous assure. Ah, tant mieux. Mais quand même, je m'en veux qu'il s'en soit pris à vous. La femme, finissant de m'aider à me relever avec Vic, me demandait. Vous vous appelez Jiménez? C'est vous le romancier dont m'a parlé Vic? L'auteur de Fuite vers l'espoir? Souriant péniblement, dû à la douleur, je répondais. C'est bien moi en effet. Mais si vous voulez un autographe, il faudra attendre que je me remette un peu. Esquissant un sourire à son tour, Gladys reprenait. Bien sûr, je me permettrai pas de vous demander ça aujourd'hui. Mais je retiens l'invitation pour l'autographe. Je viendrai le réclamer quand vous irez mieux. On pourra parler entre auteurs comme ça. Vic s'interposait dans la conversation. Quelle chance j'ai. 2 auteurs talentueux sous mon toit. Vous ne le savez peut-être pas, monsieur Jimenez, mais mademoiselle Carson, ici présente, est une autrice de grand talent, avec déjà 3 romans publiés. Vous me flattez, Vic. Personne les connaît. Je suis très loin d'avoir le même succès que l'auteur de Fuite vers l'espoir. Dit-elle en me désignant malicieusement. Et Vic de reprendre. Mais moi je vous connais, et je le redis, vous avez au moins autant de talent que monsieur Jimenez. Surtout les roses de l'orphelinat, c'est mon préféré. Vic, vous êtes un flatteur, mais j'apprécie. Merci à vous. À la suite de ce petit échange, Vic m'aidait à me rendre dans ma chambre, pendant que Gladys prenait congé de son côté, et retourne à la sienne, me disant à bientôt, et précisant qu'elle avait hâte de papoter avec moi. Après que Vic se soit assuré que j'allais bien, celui-ci prenait le chemin de l'ascenseur. À mi-course, il se retournait, et me demandait. Monsieur Jimenez, j'oubliais. Tout se passe bien dans l'appartement? Pas de problème particulier? N'hésitez pas à m'en faire part, comme je vous l'ai déjà dit, si vous avez le moindre souci, dites-le moi. Je sais être de bons conseils quand il le faut. Et rajoutant à demi-voix, après avoir repris sa marche, Surtout là concernant. je n'eus pas le temps de dire quoi que ce soit, Vic ayant déjà disparu. En tout cas, moi qui voulais de l'animation pour m'inspirer pour mon livre, j'étais servi depuis mon arrivée. Je repensais à Sven. Si je lui disais qu'une aussi jolie fille que cette mademoiselle Carson allait me rendre visite chez moi, tel que je le connaissais, il serait capable de s'inviter, rien que pour voir l'heureux élu, avant de me demander tous les détails possibles sur elle. Mais avec la menace de Celia pesant sur lui s'il franchissait à nouveau le palier de ma porte, il était plus sage de m'abstenir. Je m'inquiétais aussi de la réaction de Celia envers Gladys, me demandant s'il était sage de la laisser venir dans mon appartement. Mais pour l'heure, j'étais bien trop fatigué pour penser à tout ça, et je m'affalais sur le sofa, allumant la télé, presque par réflexe. Mais mes yeux se fermaient tout seuls peu à peu, et je m'endormais rapidement, sans entendre le bulletin d'information parlant d'un meurtre horrible, s'étant déroulé pendant la petite altercation dans le couloir. Je ne le découvrirais que le lendemain, mais l'identité de la victime allait bouleverser complètement ma vie, et me montrer la vérité sur le pacte entre moi et Celia.
sur les conséquences de ce que ce dernier impliquait, afin de m'offrir l'inspiration offerte. Désormais, Alejandro sait que Celia est bien plus qu'une simple apparition issue d'un rêve, mais bien réelle, imposant ses règles strictes, sa domination, faisant du romancier un petit pantin malléable. Il se rend compte également qu'il ne fait pas bon contrarier cette femme dont il ne connaît pas encore la nature exacte, et encore moins l'étendue des pouvoirs qu'elle possède. Celia n'a pas encore montré tout ce dont elle est capable, et les menaces proférées envers Sven ne sont pas pour rassurer Alejandro. Dans le prochain volet, cette crainte va se rajouter à cause de sa rencontre avec Gladys, sa voisine, avec qui il va très vite se sentir attiré au fur et à mesure des visites, sortant l'aura malveillante de Celia sur elle. Mais de peur de passer pour un fou auprès de cet amour naissant, il cache l'existence de sa colocataire maléfique, ne voulant pas provoquer la colère de Celia. Celle-ci, contrairement à Sven, semblant accepter curieusement les venues régulières de la jeune romancière aux côtés d'Alejandro, et indiquant même ouvertement qu'elle sera toujours la bienvenue chez elle. Ce qui ne va pas manquer d'attiser encore plus de méfiance de la part d'Alejandro, ayant découvert le principe de l'inspiration offerte par Celia pour écrire son livre, à la faveur des détails d'un flash info, révélant toute l'horreur de sa situation dont il ne perçoit pas l'issue. Jusqu'à ce que Vic lui donne un indice pour contrer Celia en la personne de l'ancien locataire de l'appartement, Russell, aujourd'hui paisible résident d'une maison de repos, et tentant d'oublier son passé avec celle qui est la cause de sa présence en ces lieux. Mais pour l'heure, il est temps de vous quitter, et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle histoire de l'autre monde.